La définition accordée au concept de développement n'est pas univoque. Selon la théorie des besoins, il y a développement lorsque les besoins physiologiques de l'homme, alimentation, santé, sécurité, éducation sont couverts. Donc, logiquement, quand on parle de pays développés, c'est un pays dans lequel tout le monde doit pouvoir manger à sa faim. Tout le monde doit pouvoir loger dans un logement sain, décent. Tout le monde doit pouvoir se soigner correctement. Et tout le monde doit avoir accès à l'éducation. Bien. Alors, le programme des Nations Unies pour le développement définit le développement comme étant le fait d'élargir l'éventail des possibilités offertes aux hommes. Par ailleurs, on se réfère souvent à la définition devenue classique proposée par l'économiste François Pérou. Tous ceux qui font un peu d'économie connaissent François Pérou. Alors, François Pérou nous dit en 1961 que le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel et global. Dès lors, les économistes séparent traditionnellement les nations du monde en deux groupes, celui des pays développés et celui des pays en développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes séparés en deux groupes. Vous avez les pays développés et nous autres, nous sommes dans les pays en développement. Bien. Alors, les premiers sont appelés pays développés. Pourquoi? Parce que ces pays-là ont atteint leur niveau d'avancement et le processus de développement là-bas est très, très avancé. Alors, nous autres, pourquoi est-ce qu'on nous appelle pays en développement? On nous appelle tout simplement pays en développement parce que il y a un retard concernant le développement chez nous. Il existe un écart entre ces pays développés et nous. Alors, d'où vient le terme de pays émergents? Alors, c'est en 1981 que l'économiste néerlandais, qui évidemment travaillait à la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, Antoine Van Akmel, qui évidemment a un jour parlé de l'émergence. Pour lui, on parle de pays émergents lorsque, évidemment, ces pays-là connaissent quelques avancées au niveau des taux de croissance. Ce sont des pays qui sont en train d'avancer un processus de modernisation et de rattrapage des pays développés. Ça veut dire que ce sont des pays qui ne sont pas encore développés. Quand on parle de pays émergents, on ne parle pas de pays développés, hein, mais ce sont des pays qui sont sur la route du développement. C'est ce que ça veut dire. Qui ne sont pas loin du développement. C'est en cela qu'en général, bon nombre d'économistes s'accordent à dire que les pays émergents sont des pays en développement présentant un fort taux de croissance du PIB, un niveau relativement élevé d'industrialisation et d'exportation de produits industriels, un fort taux d'ouverture à l'extérieur et un marché intérieur en expansion. C'est ce qui amène l'Organisation de coopération et de développement économique qui, évidemment, considère les pays émergents comme des pays nouvellement industrialisés. Ça veut dire que l'une des conditions pour être un pays émergent, c'est l'industrialisation. Il faut qu'on commence déjà à créer des industries. Donc, des pays nouvellement industrialisés qui ont une forte contribution à la croissance économique mondiale, une amélioration de conditions de vie de la population. Ça veut dire que la population doit bénéficier de la manne, de la richesse, évidemment, de l'État. Bien. Qui se traduit par une hausse de certains indicateurs tels que le produit intérieur brut par habitant ou indice de développement humain et une participation active aux échanges. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la problématique d'une émergence est d'actualité pour ce pays qui a vécu récemment le déploiement de l'administration sur toute l'étendue du territoire, l'adoption de réformes macroéconomiques favorables à la relance
telles que les actions de construction ou la réhabilitation d'infrastructures routières. Cependant, le gouvernement est conscient que beaucoup reste à faire, notamment en termes de bonne gouvernance. Puisqu'on dit que dans l'émergence, tout le monde doit pouvoir vivre décemment. Alors que nous le constatons, on ne vit pas tous décemment, n'est-ce pas? Bien. Alors, cependant, puisque le gouvernement est conscient de cela, le gouvernement est en train, évidemment, d'appliquer une certaine bonne gouvernance et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale, de renforcer, évidemment, le système judiciaire et économique, afin que tout le monde puisse, n'est-ce pas, participer à ce développement. Alors, si tout le monde doit participer à ce développement, les femmes musulmanes et les femmes tidjanites également doivent participer à ce développement. Bien. Bon, voici présenté succinctement et académiquement la définition du concept de développement. J'espère que je n'ai pas utilisé des termes trop compliqués. Bien. Place de la femme musulmane tidjanite dans l'émergence. Évidemment, ce qui nous amène à penser plutôt au rôle que peut jouer cette dernière dans un pays en pleine croissance. Ce qui nous amène à introduire la question de la condition de la femme musulmane dans une société qui connaît un progrès économique, sinon à repenser le concept du genre. Bien, à ce niveau de notre exposé, il est intéressant de parler des conditions de la femme vues par l'islam. Comment est-ce que la femme est traitée au niveau de l'islam? La condition de la femme en islam a connu plusieurs changements positifs du temps de la Jahiliya jusqu'à nos jours. Autrefois, la société arabo-pré-islamique parfois la femme au point de lui ôter la vie. Vous le savez tous. Il arrivait même qu'on enterre des petites filles vivantes. Ce sont des faits qui se sont passés. Bien. Sa naissance était considérée comme une humiliation pour sa famille. L'avènement de l'islam sonne comme une nouvelle civilisation qui mettra fin à ces pratiques ignobles, cruelles, insensées d'obédience païenne. Puisque le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, l'UNESCO même, évidemment, l'a reconnu et évidemment, l'UNESCO lui a décerné le titre de l'homme qui a marqué évidemment l'humanité parce qu'il a permis, n'est-ce pas, aux petites filles de vivre. C'est lui qui a permis, qui a demandé à ce qu'on ne tue plus les petites filles. Dorénavant, les prescriptions divines accorderont une place de choix à la gente féminine en lui octroyant presque les mêmes prérogatives, privilèges de droit qu'à l'homme, c'est-à-dire le droit à la vie, à l'instruction, à l'héritage. Ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, la femme peut hériter. La femme peut aller à l'école. Elle peut s'instruire. Une autre étape de notre évolution sera sa favorisation totale et sa pleine reconnaissance par le prophète de l'islam. Paix et Dieu sur lui. Pour preuve, un hadith authentique rapporte qu'un sahaba posant la question au prophète de l'islam, à savoir, envers lequel de mes parents dois-je avoir le plus d'égards? Le prophète répondit, ta mère. Le sahaba répliqua, et après, le prophète répliqua, ta mère. Et après ma mère, demanda le sahaba une troisième fois. Le prophète répondit encore, ta mère. Et après ma mère, interrogea une quatrième fois le sahaba, et le prophète répondit, ton père. Ceci montre l'importance de la mère, c'est-à-dire met en relief l'importance de la femme musulmane vis-à-vis de la famille, de la communauté et de la société en général. Alors, les Écritures saintes nous révèlent que les femmes ont pris une part active dans la vie humaine, socio-éducative et économique de notre religion. De ce fait, nous pouvons citer par exemple notre mère Khadia Alao, qui était une grande commerçante, on le sait tous. Ensuite, notre mère Aïcha Khadia Alao, qui n'a pas cessé de transmettre la connaissance. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation, de la globalisation, où le
monde tend à se réduire en un bloc avec de nouveaux concepts. Le genre, la minorité, ce genre de choses. Tous les jours, on entend ça. C'est quoi le genre? Les gens ont souvent peur de ce concept, alors que c'est un concept qui peut nous apporter quelque chose de bien. Quand on parle de genre, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire simplement qu'il est intéressant pour que nous puissions tous aller vers le développement d'associer les populations vulnérables. Quand on parle de populations vulnérables, on veut parler de qui? On veut parler des populations qui, évidemment, sont dans un état de précarité, des populations qui ont besoin d'aide. Et les femmes sont parmi ces populations. Les enfants sont parmi ces populations. Les vieillards sont parmi ces populations. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande dans le concept de développement, c'est d'associer tout ce monde au développement. Imaginez, en Côte d'Ivoire, nous sommes 48% de femmes. D'après le dernier recensement, nous sommes 48% de femmes. Donc, c'est à peu près 52% d'hommes et 48% de femmes. Imaginez si ces 48% de femmes ne faisaient rien. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait aller vers l'émergence? Ce n'est pas possible. Donc, il est important que les femmes travaillent, que les femmes participent, n'est-ce pas, au développement. Alors, nous, femmes musulmanes, rattachées à la branche spirituelle tijanite, comment devons-nous nous organiser et nous munir davantage afin de valoriser les nobles enseignements du prophète Mohammed, et salut de Dieu sur lui, tout en contribuant pleinement au développement de notre société? Les femmes peuvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les femmes peuvent travailler aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans tous les secteurs de la vie socio-économique, culturelle et politique. Nous pouvons travailler partout. Partout. Dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine culturel, même dans le domaine politique, nous pouvons travailler. Travailler tout en respectant les préceptes de l'islam. Aucun secteur ne nous est interdit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. De nos jours, les finances économiques, avant même de parler des finances économiques, il serait important quand même de dire ce qui peut nous permettre de travailler dans tous ces secteurs. D'abord, c'est la scolarisation. Il est important, n'est-ce pas, de scolariser les filles, enfin, les hommes, les garçons et les filles aussi. Il est important de scolariser les filles. C'est-à-dire quoi? Que les filles peuvent, on peut justement apprendre les deux. Moi, je suis allée à l'école coranique et je suis également allée à l'école des Blancs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, évidemment, c'est vrai que je suis la femme des chefs et tout ça, mais je viens d'une famille d'imams. Mes parents sont imams depuis des générations. Donc, je suis d'abord allée à l'école coranique à 3 ans, avant même de partir à l'école. Pour vous dire que on peut faire les deux. Même mon époux a fait les deux. Il a fait les deux. Donc, c'est à nous de nous organiser pour que nos enfants, pour ne pas qu'ils soient mis au banc de la société, qu'ils fassent les deux instructions. C'est-à-dire à la fois l'école coranique et l'école occidentale. C'est important. Parce que si vous remarquez les chiffres, c'est vrai que beaucoup de filles vont à l'école aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais il y a quand même un gap entre les filles et les hommes. Vous avez 72% des hommes qui sont scolarisés, alors qu'on a seulement 62% des femmes scolarisées. Donc il y a quand même 10 points. Il y a quand même 10 points entre les hommes et les femmes. Vous voyez un peu, pour dire qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Donc ici, on va attirer l'attention de nos pères, de nos frères. Il faut que les filles aussi aillent à l'école. En plus de la scolarisation, un autre élément, c'est l'alphabétisation. Autant on trouve un peu de temps pour aller apprendre à lire le Coran, qui serait intéressant aussi qu'on ait un peu de temps pour
évidemment, ne savent pas lire, ne savent pas écrire, il serait intéressant qu'elles apprennent à le faire. On peut le faire, il y a beaucoup de centres d'alphabétisation un peu partout. Ça peut aider. Ça peut aider les femmes à participer, n'est-ce pas, à l'émergence. Au-delà de ça, vous avez l'apprentissage. On peut apprendre un métier. Et on peut apprendre un métier à tout âge. Même le commerce, ça s'apprend. Si vous n'apprenez pas à faire le commerce, évidemment, vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez perdre votre capital. N'est-ce pas? Bien. De plus, de nos jours, si vous remarquez bien, les finances économiques viennent en appui au système classique essoufflé. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, les finances islamiques sont à la mode. Tout le monde veut aller prêter de l'argent aux pays musulmans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est 1%, 2%, juste pour permettre à la structure de fonctionner. Ça veut dire qu'on paye les salaires de ceux qui travaillent au sein de ces structures avec ces 1 ou 2%. C'est tout. Donc, les femmes peuvent s'organiser en association, en coopérative et essayer, n'est-ce pas, d'avoir des prêts auprès de ces structures pour pouvoir évidemment mener des activités, mettre au point des activités qui pourraient leur permettre de se développer elles-mêmes. Quand je dis se développer elles-mêmes, c'est avoir un peu d'autonomie. Avoir un peu d'autonomie par rapport à elles-mêmes et aider un peu leur famille et ainsi participer, n'est-ce pas, au développement de la Côte d'Ivoire. En somme, la jeune féminine musulmane, à tout niveau, ne doit pas être en marge du développement. Bien au contraire, elle doit poser des actions allant dans ce sens, à travers la création d'unités de production, de coopératives et de centres de communication pour la sensibilisation des masses contre les fléaux du moment tels que le VIH-Sida, les MST, l'hépatite B, le cancer, l'AVC. Je vous remercie pour votre attention. Évidemment, s'il y a des incompréhensions, si vous voulez poser des questions, je suis disponible pour répondre, n'est-ce pas, à ces préoccupations. Merci à tous. Merci.